J'ai lu ton mail! Hello, hello, bienvenue sur J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins. Salut! Non, c'est moi qui dis, c'est vos premiers cette fois-ci. Salut Geoffrey, salut Jean-Philippe. Salut Romain. J'ai lu ton mail! Geoffrey. Salut Romain. Salut chers auditeurs. Bah, évidemment, bien avant tout, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va vous parler des nomades numériques, les digital nomades, qui est une espèce de population particulière. Alors, qu'est-ce que le nomadisme numérique? Vous entends-je vous interroger? C'est une bonne question. Mais oui. Alors, on parle en fait, sous ce terme-là, de digital nomades, donc les nomades numériques en français. Ça va être les gens qui finalement travaillent uniquement à partir du numérique, du digital, des outils digitaux. En gros, les gens qui sont pas forcément, qui se promènent un petit peu partout dans le monde. En gros, la réalité de ces populations, c'est ça. Des gens qui se promènent un peu partout dans le monde, donc ils n'ont pas d'attache particulière, que ce soit un pays, que ce soit un endroit, que ce soit une ville, etc. Et qui font tout finalement à l'aide du numérique. Donc la plupart du temps d'un ordinateur évidemment, de différentes applications, etc. Donc des gens qui vont faire leur vie où ils veulent un peu sur la planète et qui vont tirer profit, on va dire, de tous les outils numériques qu'on peut avoir. Donc finalement c'est quelque chose qui a explosé avec Internet, puisque c'était beaucoup plus difficile de le faire avant. Le terme aurait été trouvé en 97 par des gens qui ont écrit un bouquin qu'ils ont appelé donc Digital Nomad, qui sont Tsugyo Makimoto et David Manners, donc deux Américains. Et donc ça viendrait de là, mais peut-être que c'était déjà là avant, c'est pas tellement important. Donc l'idée maîtresse, c'est ça, c'est de se dire, je tire parti de tous les outils à disposition aujourd'hui pour vivre finalement où j'ai envie sur la planète. Alors ceci étant dit, vivre où sur la planète, il y a quand même, alors il y a différentes choses. Déjà, il faut avoir un métier qui le permet ça. Donc métier de quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'être à un endroit précis pour faire des choses. C'est-à-dire que si vous travaillez dans la production, sur une chaîne de production, forcément déjà c'est pas possible, mais il faut bien être à un endroit pour faire quelque chose. Donc ça va être bien des digital nomades en fait. Ceux qui sont vraiment digitaux. Voilà, du numérique, quoi, vraiment dans le numérique. Donc ça va être, alors après ça peut être des écrivains. Les écrivains d'ailleurs n'ont pas attendu Internet pour le coup. Hemingway le premier se baladait partout avec son truc, du moment qu'il pouvait écrire, c'est tout ce qu'il voulait faire, quoi. Donc là c'est un peu la même idée, du moment où j'ai ce qu'il faut pour travailler, voilà. Donc les graphistes évidemment, pas mal de gens qui sont finalement aussi dans des boulots de freelance la plupart du temps. Beaucoup dans le tertiaire quand même, quoi. Quasiment que ça. Et énormément le gros du contingent, c'est les développeurs. C'est les gens qui travaillent, qui codent finalement dans l'informatique, parce qu'on peut faire ça effectivement de n'importe où à partir du moment où on a notre ordinateur et notre connexion Internet, ce qui est quand même un facteur important. Parce que après, quand on vient évidemment à choisir le lieu de résidence, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Parce que si le numérique a tout à fait raccourci la Terre, on va dire, et les distances, les États ne l'entendent pas toujours de cette oreille et ne prennent pas toujours de la même manière, soit l'arrivée, soit le départ de gens qui créent de la valeur. Tout à fait. Et oui, on crée des murs dans le Colorado pour se protéger du Mexique. Ouais. Voilà, par exemple. Je croyais qu'on parlait pas de politique. Non, c'est un fait. C'est un fait. Donc, après, on n'a pas dit ce qu'on en pensait. Voilà. Donc, alors parmi les défis de ce genre de vie, donc il y a ça. Il y a où est-ce que je me mets, où est-ce que je m'installe, parce que la politique fiscale évidemment va rentrer en jeu, la couverture santé aussi. Il faut une assurance qui puisse me couvrir au niveau mondial, quoi que je fasse, etc. Il faut quand même que j'ai un minimum de connaissance de la langue du pays, ou que la langue du pays connaisse un minimum de langue, on va dire d'anglais international, pour que si jamais j'ai un pépin, qu'il faut que j'aille à l'hosto, que je puisse quand même me débrouiller pour... Il y a tout un tas de trucs qui sont quand même très pratico-pratiques comme ça. Absolument. Donc il faut tenir compte. Et quand même c'est l'histoire d'État. Donc il y a des États qui vont être très accueillants, des États qui vont être moins accueillants. L'idée évidemment c'est que les impôts en général essayent de... Alors les impôts du pays de départ vont essayer de récupérer quelque chose, les impôts du pays d'arrivée vont aussi essayer de récupérer quelque chose. Il faut savoir que la plupart du temps on n'a pas le droit de travailler dans un pays avec un visa de touriste. Oui. Mais c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est vrai d'ailleurs. Mais que les nomades numériques s'arrangent un petit peu de ça. Pas tous hein, évidemment, mais très souvent, et souvent le pays d'accueil va les laisser faire à partir du moment où ils ne prennent pas le boulot de quelqu'un du coin. Donc c'est un peu, voilà, tant que vous faites un truc que personne d'autre pourrait faire quelque part à votre place, on veut bien rien dire. Mec, il arrive. Pas de plombier polonais. C'est ça, exactement.
il est possible, ça arrive parfois que certains tentent de légaliser un peu leur statut en disant bah écoutez moi je peux par exemple donner des cours de français, mais tant que je sois français, dans votre université, ou je peux donner des cours sur telle ou telle matière sur lesquelles vous n'avez pas forcément de prof qui aurait ces compétences-là ou tout comme ça. Donc c'est une manière de légaliser un peu mon statut, puisque du coup je vais avoir une autorisation de travail pour permettre d'avoir ça. Donc il y a des moyens comme ça, et la plupart du temps. C'est intéressant parce que légaliser le statut dans les exemples que tu donnes, du coup on sort de la sphère digital nomade, pur nomade, pur digital. C'est-à-dire que ce serait difficile de rester pur digital, pur nomade sans enfreindre les lois. C'est ça un peu le truc. C'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va te rattraper quelque part. C'est un peu l'idée. Typiquement en France, en général, quoi qu'il arrive, si votre activité se déroule, disons, si le chiffre d'affaires est fait quelque part en France avec des Français, le fisc français va venir vous dire, mais tu peux habiter à Bali si tu as envie, c'est pas grave, tu payes tes impôts chez nous. Alors après, pour ceux qui ont une app qui est juste à destination mondiale, qui veulent vivre justement à Bali et là, évidemment, la question se pose. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et puis il y a beaucoup alors, est-ce que c'est de l'évasion, est-ce que c'est de la fraude, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a beaucoup de lignes qui sont pour le moment encore floues, en tout cas. Du coup, il y a certains États qui, évidemment, se disent tiens, ça serait pas mal là, qu'on puisse attirer un petit peu ça aussi. Je parlerai des outils peut-être plus tard, mais les destinations privilégiées pour le moment, c'est des endroits comme Chiang Mai, où ça va être la Thaïlande, la Colombie, le Mexique et Bali notamment. La ville d'Ubud à Bali a connu un gros effort parce que il y a un niveau de vie relativement élevé quand même, et c'est pas cher du tout d'y vivre. Donc ça attire beaucoup de nomades numériques, n'est-ce pas? Surtout depuis qu'ils ont mis la fibre optique. Ah bah, oui. C'est des malins. Voilà. Une connexion internet. C'est ça. Donc il y a d'autres villes un petit peu partout dans la planète, mais ça c'est vraiment c'est la faveur du moment. En plus, le climat est plutôt sympathique par rapport à une station du pôle Nord, par exemple. C'est plus sympa d'aller vivre là-bas. Donc voilà. C'est vrai. Écoute, c'est marrant que tu mentionnes le pôle Nord parce que j'emmène un groupe pour un team building à Svalbard dans pas longtemps et ils ont la fibre. Mais bizarrement, j'ai pas l'impression que tu vas laisser beaucoup de gens là-bas. Qu'il y ait énormément de digital nomades qui ont envie de vivre 4 mois dans la nuit, 4 mois dans le jour, etc. C'est ça. Ça peut être un défi personnel après, mais ça peut être un défi personnel. Pourtant, le pays est très accueillant et avec plein de lois sur le fait de pouvoir s'installer, travailler à partir du moment où on est capable de subvenir à ses besoins. Mais j'ai pas repéré beaucoup de digital nomades. On est naturellement anti-gel. C'est ça. En fait, surtout, c'est ça. Surtout ce que j'ai découvert pour l'instant, ils fournissent l'anti-gel. Donc voilà, donc sachez que si ce mode de vie vous intéresse, il va falloir être bien vous renseigner sur tout ce qui est couverture santé, sur tout ce qui est fiscalité, sur tout ce qui est juridique, etc. Parce que c'est pas forcément simple. Les outils, eux, sont par contre beaucoup plus simples. Évidemment, vous allez utiliser PayPal pour vous faire payer éventuellement, ou il y a plein de business qui sont faits juste avec YouTube, etc. Voilà, donc tout ça. Oui, tu voulais intervenir, Geoffrey. Je vois que tu avances dans les outils. Avant qu'on t'étais sur le point juridique, juridique, santé, etc. Moi, j'avais la dimension de la question de la famille. Parce que j'ai l'impression que digital nomade, ça s'applique surtout à une population qui est peut-être relativement jeune, pas de famille, pas d'attache, pas d'enfants. Je sais pas si tu as des infos là-dessus. Alors, les infos que j'ai sur la population qui constitue le gros, donc comme je disais tout à l'heure, c'était beaucoup évidemment des développeurs très souvent, des codeurs, effectivement sont des jeunes. Alors par jeunes, on entend moins de 35, sont très majoritairement des entrepreneurs. Parce qu'évidemment, on peut tout à fait faire partie d'une grosse société qui vous envoie travailler quelque part avec ces modes de fonctionnement-là. Donc là, ça s'applique un peu moins parce que la société va faire en sorte que de toute façon, vous resteriez dans les clous juridiques. Télétravail à Bali. Par exemple, ça peut être sympathique. J'ai 2 jours de télétravail à Bali par semaine. C'est ça. J'ai 2 jours pour revenir, puis j'ai un jour où, ma foi, je suis au bureau. Bref. Ce sont très majoritairement, ça n'étonnera personne, je pense, des gens de pays bien nantis. Et on compte quelques réfugiés qui ont le statut donc de réfugiés qui sont dans cette situation-là. Voilà. Et proportion homme-femme, plutôt des hommes. Plutôt des hommes. C'est pas énorme, non. Enfin, c'est pas énorme. On est de l'ordre de 80. Non, on n'est pas dans le Pareto. On est plutôt du 75-25. Ah ouais, t'as raison. C'est vachement différent. Non, voire 60-40. Voire 60-40. Ah, 60-40. Voilà, voire 60-40. Tu vois, tout de suite. 5-10%, enfin, la différence. Et j'ai noté ça quand même, c'est intéressant. Dans l'étude, il y a remarque que la plupart des gens de ces nomades numériques, donc sont inspirés par la semaine de travail de 4 heures. Donc la semaine des 4 heures de Tim Ferriss.
Et aussi The Getting Things Done de David Allen. Ah. Eh oui. Quelle bonne manière de reboucler sur, De reboucler sur notre David sujet Allen. favori. Absolument. Et il y en a un troisième que je ne connaissais pas, qui s'appelle Mark Manson. Alors, je ne connaissais pas Mark Manson, c'est un Ah, moi non blogueur. plus. Voilà. Ouais. Un blogueur et un auteur qui a écrit des bouquins. Donc, je vous cite quand même les titres des bouquins, même si c'est un petit peu une digression, parce que c'est quand même assez. Son premier bouquin est un petit peu limite, puisqu'il s'appelait Mannequin, attirer les femmes par l'honnêteté. Par Ok. l'honnêteté. L'honnêteté. Donc, ok. Mais son deuxième bouquin a un titre que j'aime, que je préfère vraiment, vraiment beaucoup, c'est L'art subtil de s'en foutre. Ah, Ça, j'aime celui-là, bien. j'en ai Hein, entendu ouais, parler. Je ne l'ai ouais. pas encore lu. Mais Voilà, c'est ça. Donc, quand même, il arrive dans le best-seller du New York Times. Voilà. Donc, il fait partie des influences. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a des pays qui se disent ça peut être intéressant. Et il y a un petit pays qui a retenu mon attention, notamment, petit par la taille, on s'entend, c'est l'Estonie. Mhm. J'en parlais tout à l'heure. L'Estonie, il faut savoir que l'Estonie tire parti énormément de ça. C'est un État qui s'est totalement numérisé. Ils sont, comme je disais en off tout à l'heure, 99% de l'administration est numérisée, accessible en ligne. L'administration fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils ont créé, les malins, un statut de e-résident. Donc, résident virtuel. De résident virtuel. C'est-à-dire que vous pouvez être résident estonien sans résider en Estonie. D'accord. Simplement virtuellement, et c'est très facile à faire, ça vous coûte une centaine d'euros. Ça se fait en 24 heures max, etc. Et vous pouvez devenir Je crois que j'ai demandé mon visa. résident. Mais oui, Mais quel est l'intérêt? l'intérêt, je suis très content que tu poses la question. L'intérêt, c'est que du coup, tu peux créer ta société en Estonie en moins de 24 heures à peu près. D'accord, Ok. pour une centaine d'euros, un petit peu plus, allez, avec la carte de résident, etc. D'accord, et tu as une fiscalité avantageuse, au point que ça inquiète un petit peu quand même l'Europe qui se dit est-ce qu'on n'aurait pas, l'air de rien, un paradis fiscal en plein milieu de l'Europe. Oui, c'est vrai que comme il n'y en avait pas jusque-là, C'est ça. finalement, Ça, c'est juste un ils ont plus. pas raison de s'inquiéter. Oui. Voilà, mais celui-là, il est bien, il est presque franc. Alors, l'impôt sur le revenu tarif unique de 20%, et la société ne paye aucun impôt si elle réinvestit ses bénéfices. Donc, tant que tu réinvestis, tu payes Réinvestir que dalle. dans quoi? Dans la société, dans ta Ah, société. d'accord. Ok. Ouais, voilà. Et du coup, ça peut être quand même assez intéressant parce que ça te permet de finalement développer une entreprise. Évidemment, les clients principaux de ça va être des sociétés, on va dire principalement des startups, des gens qui veulent, je sais pas, créer un site, une app, un service à destination du monde entier, donc qui n'ont pas de pays particulier de destination. C'est le monde entier qui va être leur client. Et eux, ensuite, vont se rémunérer. Et il y a trois niveaux de statut en Estonie. Il y a ce qui va correspondre à notre salariat, il y a ce qui va correspondre à nos dividendes, et ils ont un statut entre les deux. Donc j'ai pas compris tous les détails exactement, mais en gros, ça correspond à manager du board, ou je sais pas trop, un truc comme ça. C'est-à-dire comme s'ils avaient mis en place la fameuse participation. Peut-être bien. Tu vois le truc de la Vas-y, participation? explique pour l'auditeur. Alors, la participation, c'était une idée qui est apparue à la fin des années 60, qui était de dire, en définitive, comment est-ce qu'on va faire participer les ouvriers et les employés à la vie de l'entreprise. Ça peut être intéressant qu'ils aient justement un intéressement sur les bénéfices de la boîte, et puis également qu'ils puissent faire entendre leur voix. On raconte souvent que le général de Gaulle est tombé sur des élections, sur des sénatoriales. En fait, il est tombé clairement sur la question de la participation, justement. Parce que, disons que son bord politique était en définitive contre. Voilà. D'accord. Donc, alors, je saurais pas te dire exactement. Ça a l'air de ressembler un peu à ça. C'est un statut qui te permet finalement de quand même de contribuer un peu, mais d'avoir quand même pas mal de choses qui te reviennent à toi en tant que tel, et qui est pas forcément imposable sur ton pays d'origine. Voilà. La version fiscale de l'entreprise libérée / holacratie. Ouais, enfin, on est sur. Voilà. Pour le moment, en tout cas, l'Estonie joue la carte de la coolitude californienne, avec le ciel bleu. Enfin, le ciel est peut-être bleu d'ailleurs, mais il est juste un peu plus frais. Oui, enfin, ça s'appelle dumping social. Ça. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Je sens que le sujet divise. On fait pas de politique, on a dit, c'est pas clair. Mais voilà, en tout cas, le truc attire, puisqu'il y a depuis 2017, il y a davantage de demandes de résidents virtuels que de naissances dans le pays. D'accord. En même temps, c'est pas une population très très active, on va dire. Je veux dire, c'est. Ça a été vérifié.
c'est connu dans ces pays-là. Oui. Donc là, voilà, la seule raison pour laquelle vous pourriez éventuellement avoir envie d'aller devoir plutôt pas avoir envie, parce qu'on peut très bien avoir envie d'aller en Estonie, mais devoir aller en Estonie pour votre société, ça serait si vous voulez ouvrir un compte en Estonie. D'accord ? Si vous voulez un compte bancaire en Estonie, là, il faudra vous déplacer. Mais bon, ils sont très, très accueillants, très ouverts, ils sont tout à fait... Sûrement. Voilà. Il y a quand même des sociétés très connues qui ont été fondées en Estonie sur ce principe-là. Il y a Skype. Ah ouais ? Eh oui, avant d'être acheté par Microsoft, Skype est parti là-bas. Donc ça fait super longtemps qu'ils ont cette politique. Alors, la politique, non, est plus récente, mais en tout cas, le terreau favorisant ce genre de choses. Et il y a TransferWise, que vous connaissez peut-être, qui est une société qui permet de réaliser des virements internationaux en payant beaucoup moins de frais qu'en passant par les banques traditionnelles. Je confirme, j'utilise TransferWise régulièrement pour aussi. des virements avec des prestataires internationaux. Alors c'est intéressant, oui, pardon. Non, vas-y. C'est intéressant parce que, en définitive, Jacques Attali parlait de ça, de la façon dont le nomadisme, finalement, c'est quoi le futur du nomadisme ? Et il racontait qu'il y aurait comme ça un nomadisme, disons, des happy few, c'est-à-dire assez peu de monde avec pas mal de moyens qui iront comme ça dans un pays. Ce seront ceux qui pourront continuer de voyager parce que le voyage pas cher, avec le kérosène pas cher, des avions pour tous, etc. Bon, on ne sait pas si ça va durer encore très longtemps. Et effectivement, à Chiang Mai, c'est rigolo que tu aies parlé de cette... Parce que quand je suis allé en voyage là-bas, on avait loué un petit appartement dans un immeuble racheté exactement par le profil dont tu parles. Ah, tu vois. Il s'était inscrit à la fac comme prof d'anglais. Il donnait des cours d'anglais par Skype, ou par un truc comme ça. Et les deux, effectivement, étaient plutôt programmeurs. C'était deux Gallois. Et ils avaient racheté l'immeuble complet, et alors c'est un endroit merveilleux. Effectivement, on a passé quelques moments assez délicieux sur le rooftop, donc voilà, donc c'était tout à fait ça. Et puis, n'en dis pas plus. Et puis, non, mais il est bête. Et puis également, comment on va dire ça ? Je sens que je te perturbais là. Tu l'as torpillé, mais total. On était avec lui sur le rooftop et voilà, tout d'un coup. Et le nomadisme, mais non, mais il est laid à l'intérieur de lui-même, Geoffrey. C'est ça qu'il faut savoir. Et le nomadisme, disons, des très très pauvres. Ah oui. Qui eux vont être obligés de fuir donc des régions qui seront complètement déstabilisées par, disons, les effets du réchauffement climatique, par des guerres, par toutes sortes de choses pas rigolotes du tout, et qui seront obligés, et ils vont être très nombreux, à bouger simplement pour survivre. Donc bon, il vaut mieux le nomadisme en Estonie. Alors pour le coup... À vivre, hein, j'entends. Oui, j'entends bien. Moi, je voulais faire un parallèle parce que, alors, c'est pas forcément du nomadisme, mais à une autre échelle, je dirais qu'il y a un point intéressant où on peut de plus en plus dans le travail détacher la machine des outils qu'on utilise. Donc, par exemple, moi, j'ai un PC et j'ai un Mac. J'utilise pour des fonctions différentes, mais l'ensemble des fichiers que je vais utiliser vont être dans le cloud, l'ensemble des applis que je vais utiliser vont être dans le cloud, ça va être du Google Suite, ça va être du Office 365, ça va être etc. Donc si demain je travaille sur mon PC ou si après-demain je travaille sur mon Mac, ça change absolument rien pour moi en termes d'outils. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que là, pour le coup, il y a une population qui est beaucoup plus large que les quelques purs digital nomades qui eux vont être capables de s'expatrier ça. Mais il y a un vrai avantage à ça, déjà en termes de sécurité, en termes de facilité, on n'est pas rattaché à une machine, si on peut pas se déplacer dans les bureaux, on peut travailler de la même manière, etc., etc. Et je trouve que c'est peut-être une branche du digital nomade plus individuelle, à une échelle plus personnelle en fait. Bon, alors après, ça serait intéressant de faire carrément une émission sur là-dessus, on va dire le télétravail au sens large. C'est ça, oui, voilà, c'est un nomadisme, disons, plus parce que moi je me sens très très nomade, par exemple, entre Montreuil et nos bureaux rue de Bucarest. Ouais. Bon, voilà, il y a un exotisme, effectivement, l'exotisme en moins. Pour autant, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'en gros, je peux très bien avoir une réunion avec un outil, avec plein de gens, partager un travail commun. Voilà, donc on le fait tous un peu. Après, effectivement,
partir là où il fait beau, avec une civilisation complètement différente, etc. Bon, ça, c'est un pari fou, quoi. Ouais. Mais alors, c'est intéressant, c'est que du coup, il semblerait qu'il y ait une communauté finalement de nomades numériques qui se connaissent un petit peu, un peu des happy few, quoi, qui se connaissent entre eux. Peut-être pas tout le monde non plus, mais enfin, tu vois, on appartient. Quand on est digital nomade, il y a un côté un peu comme ça, parce que quand on regarde un peu, il y a tout un tas de sites qui sont à destination de ces gens-là. Ces gens-là dont j'aurais rêvé faire partie, je pense, à 25 ans, hein, clairement. Ouais, je sens que ça te parle. Ah ouais, c'est le genre de truc comme ça à fond. Mais bon, voilà, c'est une autre vie. En même temps, t'es venu d'Angers à Paris, hein, donc. C'est quand même pas rien. C'est beau, pas. J'ai quand même quitté la douceur Angine pour la ligne 13, je sais pas s'il fait un bon. Bon, bref. Par exemple, il y a un site qui s'appelle remoteok.io, in-out, et c'est donc très clairement trouver un travail que vous pouvez faire n'importe où. Alors après, quand on regarde évidemment le genre de job qu'ils proposent, voilà, je vous disais, c'est que les trucs d'ingénieur, de graphisme, mais code. Quasiment que du code, l'automation, du JavaScript, du Python, du machin, enfin voilà, tous ces trucs-là. Là, tu vois, dans la première page, j'ai même pas c'est que de l'info, que de la SI, que des services informatiques, j'ai du full stack, front-end, j'ai du Rails ici, j'ai même pas de graphiste, tu vois, pas de choses comme ça. Donc c'est intéressant parce que en entendant parler de graphisme à l'international, je me rappelais d'une expérience que j'ai eue dans une vie professionnelle précédente où je dirigeais une agence web, une agence de com, et en fait, on a voulu faire travailler des graphistes un peu partout dans le monde, et on s'est aperçu que la couleur du graphisme, la tonalité, pas la couleur en termes de rouge, bleu, vert, mais la tonalité, l'esprit du graphisme était extrêmement différent en fonction de l'environnement visuel dans lequel le graphiste évoluait. Donc finalement, tout n'était pas pertinent et on pouvait pas. Il y a plein de projets qu'on pouvait pas proposer aux clients parce que il était beaucoup trop loin des codes culturels du client. C'est-à-dire qu'on avait un client à Paris ou à Londres, parce qu'on avait un bureau de chaque côté. Et déjà entre mais les Anglais et les Français. Même entre les Anglais et les Français, il y avait des projets graphiques qu'on pouvait pas, on pouvait pas faire bosser un designer anglais sur un projet pour un client à Paris ou inverse. Et quand on a été chercher plus loin, on s'est dit bon, très bien, on va aller chercher, je sais pas, en Inde, on va aller chercher en Australie, on va aller chercher en Asie ou ailleurs. Et ben c'était la même problématique. C'est-à-dire même en ayant des briefs extrêmement clairs, extrêmement structurés, avec des mood boards, avec des choses comme ça, les résultats. Alors d'un côté, il y a une certaine forme de richesse. Parce que du coup, ça faisait, on pouvait challenger le client en disant, bah tiens, est-ce que vous avez pensé à ça, est-ce que vous avez pensé à cet angle? Mais à l'inverse, souvent, c'était pas exploitable. Donc peut-être que pour le code ça marche. C'est-à-dire que là tu dis c'est carrément l'environnement du graphiste ou c'est le fait ou c'est la culture du graphiste, parce que si j'ai un graphiste qui est expatrié un Français expatrié en Inde, aller le chercher lui pour travailler sur un client français marcherait pas forcément non plus, parce que comme le graphiste est dans un environnement indien, bah finalement il est en train de changer ses codes, quoi. Bah je dirais que s'il est arrivé depuis 15 jours ça peut fonctionner. Et si ça fait 3 ans ou 10 ans qu'il est sur place, c'est fini, ça sera Chapati, c'est fini. Exactement. Il aurait été intégré à une certaine un environnement visuel qui fera que ce qu'il va produire sera très très loin de ce qu'on recherche dans les codes visuels européens. Ce qui est étonnamment beaucoup moins sensible dans le langage C, par exemple. Oui, c'est tu vois, pas faux. Et ça marche ou ça marche pas. C'est ça. Donc, oui, je comprends. Puis il y a autre chose quand même. Mine de rien, il faut quand même avoir. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va être développeur, il va avoir beaucoup d'actions qui vont être déjà définies et sur quelque chose de long terme. Ça met du temps. Pour je sais pas, faire une appli, bon. Un graphiste, lui, il va avoir besoin quand même plus de rencontrer sa clientèle. Voilà, donc quelqu'un peut partir au long cours et loin. Il faut pas qu'il ait un développement commercial, à mon avis, trop important à faire. Tout à fait. Dans son pays d'origine, parce que on peut pas tout faire par Zoom. Alors, ça serait intéressant s'il y a des nomades numériques, des digital nomades qui nous écoutent. Moi, je serais intéressé par avoir un retour de sur le forum, par exemple. Par exemple, sur le forum. Voilà, on va en reparler. Donc, pour finir, il y a donc tout un tas de sites qui s'adressent à cette communauté. Il y en a un qui s'appelle Nomadlist, évidemment, nomadlist.com. Et là, c'est carrément, c'est ce qui est assez génial, je trouve, c'est qu'ils vont vous noter les villes
suivant comment dire, la qualité pour le nomade. Et ils ont, il y a un ranking comme ça. Alors, on a Mexico qui est en premier. J'aurais pas cru. On a Chiang Mai qui est en deuxième, Bangkok en troisième, Budapest en troisième. Et donc, en quatrième, pardon. Et si je prends Budapest, par exemple, alors Budapest, ils vont lui donner un score de 4,57 sur 5. 4,57 sur 5. Et ils vous scorent ça ils vous notent ça, sur le Internet, sur le coût de la vie, sur le niveau de fun qu'on peut avoir. Alors, je sais pas trop comment ils font ça, mais bon, il y a le niveau de fun. Le taux d'humidité, la chaleur, la qualité de l'air, la sécurité, la qualité de la vie en général, à quel point ils ont été notés par les nomades précédents qui sont en place ou qui sont passés avant vous. La walkability, c'est-à-dire la capacité à pouvoir prendre juste ses deux pieds pour se déplacer n'importe où. Le niveau de paix. Et il y a aussi la tolérance, le racisme. Est-ce que c'est LGBT friendly ou pas? Comment c'est pour les femmes, comment c'est pour les startups, est-ce que comment c'est pour les étrangers, etc. Et par exemple, si je prends Budapest, excusez-moi, amis hongrois, mais les hôpitaux sont mal notés. Voilà, donc ça peut être un truc à prendre en compte, par exemple, si on va là-bas. Voilà. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et il y a, pour finir encore, vous dites, ok, maintenant j'ai trouvé ma ville, je vais aller à Bangkok. Et si vous voulez, il y a un autre site qui s'appelle, je l'ai oublié, pardon, c'est quelque chose comme Any Living ou un truc comme ça, ou Living Anywhere. Non, elle s'appelle anyplace.com. Et là, carrément, vous montez votre ville et c'est un genre d'Airbnb pour le nomade digital où ils vous font vous pouvez louer votre appart, il est tout équipé. Il s'assure que l'appart est tout équipé avec le wifi, le machin, tout ce qu'il faut, etc. Vous avez juste à poser vos valoches pour le temps que vous voulez, sans engagement de bail de durée, etc., et vous promenez partout dans le monde. Donc, question juste par curiosité, Paris est à quelle place? À la quantième place? Alors, Paris est cité. Paris a un score juste extrêmement... Après Calcutta. Hein. Ouais. Après, donc, voilà, hein, clairement, après le quartier pauvre de Calcutta. Pas si mal noté, mais par contre, la pire note de Paris, évidemment, c'est le coût de la vie, qui est juste extrêmement cher là-bas. C'est bizarre, quoi. Parce que... c'est étrange, c'est pas quelque chose que je ressens comme ça au quotidien. Non, pas plus que ça. Voilà. La terrasse d'un café. Non, un café à 5 €, c'est tout à fait normal. Où est le problème? On ira boire notre café alors justement. Tiens, d'ailleurs, quelle est la capitale de l'Estonie? Non, pas ça maintenant. J'allais dire Tbilissi, mais c'est pas ça. Tallinn. Non, c'est juste. Ça, non, il me pourrit mon générique avec ça. Mais je mettrai dans le forum. La bonne réponse, il la mettra dans le forum. J'aime bien le café en Estonie pendant les 2 jours de télétravail. Donc, j'ai lu dans mail, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve sur le forum. Donc, le forum auquel vous pouvez accéder par www.productifetserein.com. Productif et serein tout au singulier, tout attaché. Vous créez votre compte gratuit si vous ne l'avez pas déjà et vous rejoignez ensuite le forum et on se fera un plaisir de discuter avec vous en ligne. Et puis si vous aimez ce podcast, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'hésitez pas à nous mettre une étoile, un pouce. Non, pas une étoile, 5 étoiles. À bientôt.